Prendre aux tripes, avoir l'estomac noué, des papillons ou une boule au ventre, se mettre la rate au courbouillon, se faire de la bile. Si toutes ces expressions sont couramment utilisées, c'est peut-être parce qu'on dit que le ventre est notre deuxième cerveau. Avec des millions de neurones situés dans le système nerveux entérique, nos intestins sont en communication constante avec notre tête. Quand Louise se réveille un matin avec un mal de ventre insistant, elle pense tout d'abord que c'est à cause de ses règles. Elle vient d'avoir 13 ans et ça lui semblerait logique. Mais ce n'est pas cette transformation-là qui est en train de survenir. Vous écoutez Transfert, épisode 316, un témoignage recueilli par Sarah Amni. On est en octobre 2013. Je viens de rentrer en 3e, j'ai 14 ans. Je commence à avoir un mal en bas du ventre. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que je viens juste d'avoir mes premières règles au cours de l'été. Et je me dis que ces douleurs, c'est certainement juste mes règles qui reviennent. Sauf que les douleurs continuent. J'ai mal au niveau de mes ovaires, pas vraiment à l'utérus. La douleur s'en va pas. Et je décide d'en parler à mes parents. Et donc, mes parents m'envoient voir un médecin. Le médecin me dit très rapidement que j'ai des petits kystes aux ovaires. Un kyste de 1 cm de chaque côté. Il me dit que c'est quelque chose qui est assez fréquent, que ça arrive à beaucoup de jeunes filles quand elles commencent à avoir leurs règles. Et que donc, j'ai pas vraiment à m'inquiéter. Il m'explique que si j'ai encore mal dans les prochaines semaines, alors il faudra que je revienne le voir. Mais que si j'ai plus mal, c'est simplement que mon corps s'en est débarrassé tout seul et que tout va bien, quoi. Après, le temps passe et j'ai plus mal. Donc je pars du principe que mon corps s'est débarrassé tout seul des kystes et qu'il y a plus de problème et que je peux penser à autre chose. Je termine ma 3e. Ça se passe très bien, j'ai des très bonnes notes à l'école. Je pars dans un lycée public. Je quitte le collège dans lequel j'étais. Je quitte mes amis aussi et je commence mon lycée. Je me fais plein d'amis, ça se passe super bien, toujours de très bonnes notes. Au moment de ma première, je commence à avoir des douleurs dans le ventre, mais au niveau de l'estomac. J'ai le ventre constamment gonflé. On pourrait comparer ça à quelqu'un qui fait de l'aérophagie, qui a beaucoup de gaz. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai du mal à digérer. Dès que je mange, ça me fait mal. Je dis à ma mère que j'ai mal au ventre dès que je mange, que je comprends pas trop pourquoi. Elle me ramène voir un médecin. Et le médecin touche un peu mon ventre et il m'explique que ça ressemble à des problèmes de digestion. Donc il me donne des médicaments contre les brûlures d'estomac. Et en fait, je les prends quelques jours, mais ça n'arrange rien du tout. J'ai quand même mal et je décide d'arrêter de les prendre. Comme je suis une très bonne élève et que j'ai envie d'avoir des bonnes notes, je me concentre surtout sur les cours, sur mes amis, sur ma vie de jeune adolescente. J'oublie un peu mes douleurs. En fait, je m'y habitue, quoi, avec le temps. Je me sens pas bien dans ma peau parce que mon ventre est de plus en plus gonflé avec le temps. Dès que je me regarde dans un miroir, je vois pour le coup, un ventre qui est très rond. Dès que je mange, c'est pire. Je me mets au sport. Je me dis que le sport, ça pourra peut-être m'aider à plus avoir ce gros ventre. Et plus je fais du sport, plus mon corps s'affine, mais je me rends compte que le ventre, lui, il est toujours là. Quoi qu'il se passe, il reste gonflé et gros. Ça occupe mes pensées au quotidien parce que je réfléchis à comment je dois m'habiller en fonction de ça. À la fin du lycée, on organise une grosse fête pour fêter la fin du lycée, le bac qui arrive. Et je porte une grande robe noire, moulante, très jolie. Je mets jamais ce genre de robe d'habitude et là, c'est quand même un peu nouveau. J'ai beaucoup de mal à me regarder dans un miroir parce qu'à chaque fois, je vois ce gros ventre et je passe ma soirée à le rentrer parce que j'ai pas envie qu'on le voie. Et c'est ça tout le temps, quoi. Le lycée se termine. J'obtiens mon bac avec mention. Ça se passe très bien. Je suis très contente. Pour fêter le bac avec des copains, on part en vacances.
On part dans une petite maison en bord de mer. J'ai pris mon appareil photo avec moi. Et donc, tout le monde s'amuse un peu avec l'appareil. Je fais des photos et mes copains en font aussi. Un soir, je regarde les photos. On était allés à la plage et on avait fait plein de photos en maillot de bain. Et je m'installe dans la chambre pour regarder les photos et tout ce que je vois sur les photos, c'est mon ventre qui est vraiment trop gros. Moi, ça me fait tellement de mal que je suis obligée de rester un petit peu toute seule devant les photos parce que j'ai envie de pleurer quand je vois ça. C'est quand je regarde les photos que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai que quand je pense à un ventre, à quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, pris du poids, en général, c'est autour du ventre, c'est un peu réparti, partout. Moi, c'est vraiment devant. C'est comparable à un ventre de début de grossesse. Ça fait une sorte de grosse bosse, uniquement à l'avant du ventre. Quand je suis de dos, on pourrait pas se dire que j'ai un gros ventre. Ça se voit pas vraiment. Mes parents, je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe parce que je leur dis pas vraiment. Ils savent que je fais du sport, ils savent que, je n'aime pas mon corps, mais je leur redis pas trop. Je pense que ma mère remarque pas mal de fois, qu'il y a quelque chose qui cloche, mais, comme j'ai l'air d'aller pas trop mal, elle s'inquiète pas plus que ça. On rentre de vacances et je vais voir, ma meilleure amie. On fait la fête, on veille un peu tard, c'est l'été, on sort, dans le village et le lendemain, quand je rentre chez moi, j'ai très mal à la gorge et je développe une angine. Donc je vais voir un médecin pour lui parler de mon mal de gorge et de mon angine et comme, c'est l'été, que c'est les vacances, mon médecin habituel, il est pas là. Donc c'est une remplaçante qui est là et je me dis que je vais peut-être pouvoir en profiter pour, lui parler de mon ventre. Je suis allongée, sur la table d'auscultation et elle touche mon ventre et elle grimace un peu et elle me dit, «Vous avez eu des rapports non protégés récemment?» Alors, je suis un peu, étonnée par la question. Je lui dis que non, j'ai pas eu de rapport non protégé. Elle m'explique que mon ventre a l'aspect de celui d'une femme enceinte et que, il faudrait, faire une échographie et une prise de sang pour vérifier ça. J'espère en fait qu'on va trouver quelque chose parce que j'ai pas envie qu'on me dise, juste, que je suis grosse et que mon ventre est comme ça et qu'il restera comme ça. Je pense qu'au fond de moi, j'espère un petit peu qu'on m'annonce qu'il y a quelque chose qui va pas. Je fais, la prise de sang pour la grossesse et je ne suis pas enceinte et il reste plus que, l'échographie à faire, pour, savoir, ce qui se passe, quoi. Le médecin, pose, la sonde, sur mon ventre. Moi, j'ai la tête tournée, vers l'écran. Je regarde un peu, ce qui se passe et quand il pose la sonde sur mon ventre, je vois qu'il y a, une énorme masse noire sur tout l'écran qui prend, toute la place et je comprends directement que c'est pas du tout normal et il passe la sonde sur l'entièreté de mon ventre et la masse noire est là, peu importe où il met la sonde. Moi, je me sens, un peu intriguée, pas très bien et je lui demande, ce que c'est et il me dit, «Ah bah, c'est simple, vous avez, un kyste de 30 centimètres au moins dans le ventre». Je suis un peu surprise. Moi, je sais pas trop comment réagir parce que j'arrive pas trop à savoir si c'est grave ou si c'est, quelque chose de très fréquent, peut-être que, c'est pas la première fois qu'il voit ça. Il m'explique qu'on va devoir faire, un scanner pour, savoir un peu, ce qu'il en est et avoir plus d'informations sur ce kyste. Du coup, je fais un scanner, dans l'après-midi et quand je sors de ce scanner, un médecin vient me voir et m'explique, qu'en effet, j'ai, un kyste de au moins 30 centimètres dans le ventre. Il part, en bas de ma fesse droite et il remonte, au niveau de mon poumon à gauche. Il me dit que c'est un kyste, ovarien qui a visiblement poussé sur mon ovaire gauche et c'est tout. Il me dit ça et on me dit que je peux rentrer chez moi, sans autre indication. D'un côté, je suis un peu soulagée parce que je comprends qu'en effet, il y avait un problème, qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon ventre et que c'est pour ça qu'il était aussi gros. Donc je me dis qu'on va enfin pouvoir, guérir ça et que je vais pouvoir me sentir mieux. Mais en même temps, je comprends pas trop ce qui se passe et je comprends pas vraiment pourquoi on m'annonce ça
et on me demande de rentrer chez moi, un peu comme si c'était quelque chose de banal, quoi. Et je suis pas certaine qu'un kyste de 30 centimètres dans le ventre, ce soit vraiment banal. J'en parle à ma mère en rentrant et ma mère, elle panique. Elle a très, très peur et en fait, elle rappelle, la clinique et quand elle appelle la clinique, on lui dit: «Ah oui, tout à fait madame, c'est grave, il faut qu'elle se fasse opérer rapidement». Je prends rendez-vous chez une gynécologue qui est spécialisée dans les opérations de kystes. J'y vais avec, ma mère. La gynécologue m'annonce qu'il y a, des végétations dans le kyste, donc des débuts de cellules cancéreuses, ce qui signifie que, ils vont devoir m'ouvrir le ventre, entièrement pour retirer, le kyste intact et l'ovaire avec. De cette façon, ils espèrent, limiter les complications, après. Concrètement, elle m'annonce qu'elle va me retirer, mon ovaire gauche et que j'aurai plus qu'un seul ovaire. Elle m'explique quand même que c'est pas ça va pas m'empêcher d'avoir des enfants, que je pourrais quand même avoir des enfants, mais que ça risque de me perturber un petit peu, mon corps, mon cycle menstruel et ma fertilité. Je vais devoir, vivre, avec une cicatrice, très grande sur le ventre, puisque vu la taille du kyste, bah, on va devoir m'ouvrir, entièrement, quoi. Je réagis très, très mal parce que, quand on m'a annoncé que j'avais un kyste, j'ai vu là une solution, je me suis dit: «C'est super, ce gros ventre que je trouve disgracieux et que j'aime pas du tout, on va enfin me le retirer». Et là, j'apprends que, OK, je vais plus avoir de gros ventre, mais je vais avoir, une cicatrice pour toute ma vie. Bah, ça me terrifie parce que je m'imagine, à quel point ça va être moche et quand j'y pense, je trouve ça un peu stupide parce que c'est ma santé qui est en jeu et moi, tout ce à quoi je pense, c'est, à quoi je ressemble et je trouve ça un peu triste. On doit m'opérer très vite. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis hyper stressée. J'ai très peur d'avoir mal. J'ai peur du temps que ça va durer aussi. Je sais pas combien de temps je vais rester à l'hôpital. L'opération a lieu le mercredi matin. Quand je me réveille, on me remonte dans ma chambre et quand je commence un peu à émerger, à sortir de tous les effets de l'anesthésie, je commence à avoir très mal. J'ai jamais ressenti ça, avant. Tout est compliqué, en fait, tout me fait mal. Je peux pas rire, je peux pas tousser. Ça me lance, je peux pas bouger. Le moindre mouvement, même parler, je peux rien faire. Les médecins viennent dans ma chambre pour me parler de l'opération. Ils m'expliquent que ça s'est bien passé et que, je n'avais pas un seul, kyste, mais 2. Un de 21 centimètres sur l'ovaire gauche et un de 13 centimètres sur l'ovaire droit. Quand on m'annonce ça, je panique parce que j'ai très peur qu'on m'ait retiré, mes 2 ovaires. Les médecins m'expliquent ensuite que, les kystes étaient bénins, qu'il n'y avait pas de végétation, que c'était une erreur. Il n'y a pas de risque de cancer, que je ne risque rien et qu'ils m'ont, laissé, mes ovaires. Les médecins me disent que, mes ovaires ont été, très endommagés par les kystes, qui sont dans un sale état et que, je vais devoir retourner, les voir dans plusieurs mois pour qu'on puisse, regarder l'état de mes ovaires. Ça m'inquiète quand on me dit ça, mais en même temps, j'y pense pas tout de suite. Là, le plus important, c'est, pour moi, c'est de sortir de l'hôpital et de revenir à une vie, normale. Le lendemain, les infirmières m'expliquent que, pour me remettre le plus vite possible, il faut que je me mette en mouvement le plus vite possible, même si j'ai mal. On fait une tentative de m'asseoir au bord du lit. Il y a une infirmière qui se met, au niveau de mes jambes pour, porter mes jambes, l'autre qui m'aide à soulever mon buste et c'est de cette façon-là, en se battant un peu, qu'elle parvienne à m'asseoir, sur le bord du lit. J'ai, le souffle coupé, instantanément quand je m'assois. J'arrive pas à respirer, j'ai, très, très, très mal. J'ai un peu l'impression que tous mes organes sont en train de tomber, au fond de mon ventre, quoi. C'est, très douloureux et j'ai tellement mal que je sens que je vais m'évanouir. Je leur dis, qu'il faut qu'elles me recouchent, que je vais tomber dans les pommes. Du coup, elles se dépêchent de me rallonger et c'est un peu un échec, quoi, je peux pas encore m'asseoir.
Le lendemain, on m'enlève le pansement compressif, que j'ai sur le ventre et donc je découvre pour la première fois, ma cicatrice. J'ai un espèce de serpent, d'agrafe sur le ventre. La cicatrice, elle commence un petit peu au-dessus du nombril et elle descend, jusqu'au début du pubis. C'est rouge, il y a une trentaine d'agrafes et des fils un peu partout. Je me demande comment je vais faire pour vivre avec un ventre comme ça, après, parce que c'est moche. Je trouve mon ventre, vraiment laid et j'ai beaucoup de mal, à accepter que je vais devoir, rester avec ce truc, toute ma vie. Mes intestins se remettent en marche, donc je peux, manger. J'arrive à me lever au bord du lit. Je peux même prendre une douche et je me sens, beaucoup mieux. J'ai très mal, ça c'est sûr, mais je sens que je progresse enfin. Je suis très contente. Je sors de l'hôpital avec ma mère. Elle me raccompagne, chez nous. La première chose qu'on fait avec ma mère quand on rentre après l'opération, c'est de me peser. Avant d'aller à l'hôpital, je faisais 60 kilos. Quand je monte sur la balance, j'en fais 53. J'ai perdu 7 kilos en 5 jours, en sachant que les kystes faisaient à peu près 4 kilos. Après que ma mère m'ait pesée, je suis allée devant le miroir. Il n'y a plus du tout cette bosse. J'ai un ventre vraiment, vraiment plat. Je suis très soulagée de pouvoir récupérer un ventre normal et finalement, c'est un peu le ventre plat dont je rêvais depuis des années. Mais bon, dessus, il y a la grosse cicatrice que j'ai du mal à accepter. Je retrouve plein de nouvelles sensations au niveau de ma digestion. Je comprends mieux pourquoi j'avais autant de difficultés à digérer, pourquoi j'avais tant de douleurs dans le ventre. Là, je sens que je peux manger sans avoir aussi mal que ce que j'avais avant. L'élément qui est le plus visible, où je sens le plus, c'est au niveau de ma vessie, quand je vais aux toilettes. Les premières semaines, c'est très douloureux parce que, ma vessie reprend un peu sa place qu'elle n'avait plus avant puisqu'elle était comprimée par les kystes et donc, au début, ça me fait, très mal. Je sens qu'il y a un poids qui a été retiré, que mon corps peut souffler, que mon ventre, souffle de nouveau. L'été se termine, je commence mes études. Je fais des études, d'audiovisuel. C'est, quelque chose qui me passionne. Je suis très contente de pouvoir, commencer, ma vie d'adulte et d'étudiante. Je me sens, vraiment bien. Je rencontre plein de gens. Je fais la fête, je suis indépendante. J'ai l'impression que c'est derrière moi. Pour ce qui est de mon rapport avec mon corps, je l'aime pas du tout cette cicatrice. Je la trouve pas belle, mais j'essaye de pas y penser et puis, ça fait une drôle d'histoire à raconter. Les gens sont curieux, mes amis sont curieux, je montre ma cicatrice aux gens et ça amuse un peu la galerie. J'essaye d'avoir un autre point de vue dessus. Elle va être là pour toute ma vie donc j'ai pas le choix, il faut que je fasse avec et ça m'aide un petit peu plus à accepter. 6 mois après l'opération, je retourne, à l'hôpital pour voir, les médecins. Je dois passer, une échographie et faire des prises de sang pour voir l'état de mes ovaires et savoir, comment va mon corps depuis l'opération. Très rapidement, les médecins m'expliquent que, mes ovaires vont très mal, qu'il est quasiment sûr que je serai, ménopausée jeune et que j'aurai des difficultés à avoir des enfants et donc on me parle de préservation de la fertilité qui consiste à congeler des ovules pour, peut-être, si un jour je veux des enfants, faire, une FIV, c'est, une fécondation in vitro. Quand on me propose de congeler mes ovules, il y a pas vraiment de doute pour moi. Je sais pas si je veux des enfants. Je suis trop jeune pour savoir si je veux des enfants. Je pense à la moi du futur et je me dis que peut-être qu'elle aura envie d'avoir des enfants et donc que c'est mieux,
de congeler ces ovules et au moins, quoi qu'il arrive, j'aurai le choix. J'ai pas envie de regretter de ne pas l'avoir fait. Pour la préservation de la fertilité et pour, récupérer, des ovules, on m'injecte des hormones pendant 2 semaines. Quand les médecins estiment que, mon corps a produit suffisamment d'ovules et qu'ils sont, en bon état, je vais au bloc pour qu'on puisse récupérer les ovules qui ont été produits par mon corps. Les premières tentatives, elles se passent pas très bien. Quand je sors de l'opération après la première tentative, on me dit qu'on n'a que 2 ou 3 ovules et qui sont pas en bon état et finalement, en fait, pas vraiment conservables. Donc j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir et qu'on va devoir faire ça, des tonnes et des tonnes de fois avant d'espérer avoir, un nombre correct d'ovules congelés. Je le vis, très mal. C'est un parcours, tumultueux. C'est difficile parce qu'on me blinde d'hormones, parce que j'ai plusieurs piqûres par jour, donc je peux pas vraiment faire ce que j'ai envie. Je dois rester chez moi. Je vois, beaucoup de médecins, je fais beaucoup d'échographies, je fais des prises de sang et puis, les hormones, ça a, quand même un effet, sur le corps et j'ai beaucoup de sautes d'humeur, je suis fatiguée, j'ai des bouffées de chaleur, donc c'est, difficile et surtout fatigant. Au total, j'ai fait 4 tentatives. Au bout des 4 tentatives, on parvient à avoir 15 ovules congelés. Quand tout ça est terminé, je suis soulagée parce que, je peux enfin passer à autre chose. Là, je suis contente de pouvoir me dire que c'est enfin vraiment derrière moi et que si jamais je veux des enfants et que j'y arrive pas naturellement, j'ai une sécurité. Tout ce parcours, ça a eu des grosses conséquences sur ma santé mentale. Je suis terrifiée par la grossesse. C'est quelque chose qui me fait très peur d'imaginer que un être vivant puisse pousser dans mon ventre. Je sais qu'on en parle comme quelque chose de beau et je pense que ça l'est, mais pour moi, ça me fait peur. Je pense que c'est dû à ces kystes. Je pense que j'associe, les kystes et la grossesse. D'autant plus que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai eu mes kystes, c'est que mon ventre ressemblait à celui d'une femme enceinte. Je pense que ça, c'est pas anodin, sur la façon dont ça s'est dessiné dans mon esprit. Juste le fait d'imaginer avoir un enfant dans le ventre me terrifie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir dire que je me sens bien. Maintenant, ma cicatrice, je la trouve belle et ça fait du bien à dire. Je me sens bien dans ma peau. Ça a pris du temps. Ça a été long. Mais j'aime mon corps comme il est. J'aime mon ventre comme il est. Alors oui, j'ai pas, une taille parfaitement creusée de mannequin, j'ai pas, un ventre plat parfait, j'ai pas un corps parfait. Mais je me sens bien avec ce corps-là et ça fait du bien. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 316, un témoignage recueilli par Sarah Amni. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.